Salut les amis, c'est Malek Délégué. Bienvenue dans cet épisode 4 d'Autour de moi. Je suis content de vous retrouver et je suis content d'accueillir mon invité. Il est avec moi, c'est le gagnant de Top Chef 2021. Mohamed Cheikh, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, je te remercie. Merci d'être venu. Merci à toi, c'est un grand plaisir d'être là aujourd'hui. Mohamed, on va te présenter. T'as 31 ans. Ouais, depuis peu. Ouais, depuis peu. Chef cuisinier, gagnant de Top Chef, on l'a dit, sur M6. Né dans le 9-3, mais en vérité enfant du 9-4. Exactement. Ouais. Voisine. Ouais, voilà. Quelle ville dans le 9-4? Nous, on appelle ça Val de Fontenay. Alors, la ville, c'est Fontenay-sous-Bois. Ouais, ok, non, nous on va dire Val de Fontenay parce que nous on est des vrais. T'es père de famille, 2 enfants, marié, la famille qu'on embrasse, hein, on les salue. Il est avec nous, merci d'avoir laissé le papa avec nous. Et le grand public, on l'a dit, t'as découvert sur M6 avec Top Chef. Donc t'es le premier de la cuisine qu'on va accueillir dans Autour de moi. Peut-être qu'on accueillera d'autres personnes, mais je voulais commencer avec toi parce que moi, en vrai, je suis pas trop branché cuisine, à part quand je regarde Top Chef, en vrai. Et quand tu te fais plaisir aussi, quoi. Ouais, bah ça c'est vrai, mais ça, Mohamed, faut pas le dire. On se fait un peu moins plaisir. Non, on se fait plaisir autrement. Voilà, parce que maintenant on est en diète, on fait attention. Pour ceux qui sont férus de cuisine, est-ce que tu peux nous dire des cuisines par lesquelles tu serais passé, histoire que les gens un peu puissent te remettre? Alors, c'est vrai que bizarrement, il y a plein de gens qui me suivent, mais qui savent pas toujours ce que j'ai fait. Et je dis toujours en rigolant, je suis pas arrivé ici en allumant la lumière par hasard. J'ai toujours été passionné, moi, de cuisine, donc j'ai commencé par des stages. Tu sais, quand t'es à l'école, dans un restaurant qui s'appelait Le Petit Beaufinger à Vincennes. C'est une brasserie française traditionnelle. Et après, en fait, j'ai eu des envies de strass et de paillettes, en fait, un milieu que je pouvais pas fréquenter. Donc, j'ai dit, aussi pour la réussite, qu'il fallait que je vise des gros établissements. Donc, j'ai commencé au Lucas, ça s'appelait à l'époque le restaurant Alain Saint-Dérens. Ok. 2 étoiles au guide Michelin. Ensuite, j'ai travaillé au Royal Monceau, à l'époque à la cuisine où il y avait une étoile Michelin aussi. Après, je suis passé par les cuisines de Christian Dior à Saint-Tropez, avec Yannick Aleno. Ensuite de ça, j'ai été au Shangri-La, Paris, encore un palace. Et après, donc, je commençais un petit peu à avoir confiance en moi et à prendre un peu plus de place. Et donc, j'avais envie de prendre un risque et m'a proposé un poste de sous-chef, en fait, à l'époque au Sofitel de la Défense. J'avais 23 ans. Et le chef, en fait, ce qui m'a intéressé, c'est qu'il m'a dit je m'en vais dans 3 mois, ils n'ont pas trouvé de remplaçant. Donc, potentiellement, pour toi, il y a une place à prendre. Et comme je suis un homme de challenge, j'ai accepté. Donc, j'ai fait 3 ans et demi là-bas. Et ensuite, c'est Eric Fréchon qui est venu me chercher pour le Drugstore, une des plus grandes brasseries parisiennes. Jusqu'à ce super concours Top Chef. Et puis après, plein de trucs on va en parler. Encore une fois, merci d'être là. Vous le savez, dans Autour de moi, j'ai décidé d'inviter que des gens que j'aime bien, de pas faire semblant, pas inviter des gens qu'on déteste, hein. Donc les gens que je déteste, vous savez très bien, vous n'aurez pas votre place ici. Et encore une fois, Mohamed, bienvenue. Les amis, vous oubliez pas, hein, vous vous abonnez à cette chaîne, vous activez la cloche, vous mettez des commentaires, vous me faites la totale, vous avez mis des commentaires extraordinaires sur le dernier épisode, je veux des commentaires aussi extraordinaires sur cet épisode-là. Le concept d'Autour de moi, vous le savez, c'est de mettre en avant des personnes qui sont autour de notre invité. Pour la première fois, ils ne vont pas parler d'eux, mais ils vont parler d'eux en parlant de ceux qui les entourent. Et la première personne, on était obligé de commencer avec cette personne. On va parler de ta mère, Mohamed. Qu'est-ce que tu peux nous dire au sujet de ta maman, déjà, dans ton enfance, et ensuite le lien aussi peut-être avec la cuisine? Alors déjà, pour ceux qui ont la chance d'en avoir une, pour moi, une mère, c'est quelque chose d'unique et d'indispensable au quotidien. C'est quand même par là que la vie commence. Donc déjà, je la remercie d'avoir contribué à l'homme que je suis aujourd'hui. Et donc ma relation avec ma mère, elle est un petit peu... on est très proches. Je lui reproche encore à 31 ans de ne pas réussir à couper le cordon. Je pense que c'est pareil chez beaucoup de gens issus de l'origine algérienne. Donc non, je m'entends très bien avec ma mère. Après, je suis quelqu'un de très dur, donc généralement c'est pas toujours évident parce que je suis speed et tout, donc on n'a pas la relation qu'elle aimerait qu'on ait, mais on s'entend très très bien. Ma mère, c'est la number one sur ma liste. Je ferai tout pour elle. Jusqu'à ce qu'il faut, enfin jusqu'au bout, et voilà. Et donc ma mère, ça a commencé par ma naissance, hein, avant tout, donc à Montreuil, en 93.
Et ensuite, donc, avec mes parents, donc avec mon père aussi, elle a contribué à mon éducation. Elle m'a donné toutes ces valeurs en fait de partage, de respect, d'amour, de détermination, de travail, de volonté. Enfin, la liste est longue. Et en fait, alors ce qui est assez drôle, c'est que généralement, on peut penser que la mère inspire en cuisine. Ma mère, c'était un peu le contraire, avec tout le respect que j'ai pour elle. Elle travaillait beaucoup et du coup, elle avait pas toujours le temps de faire des plats que j'aurais aimé manger. Ouais. Je me rappelle, je poussais les assiettes et mon père il me disait en rigolant, t'es pas le fils de Sarko. On va comprendre pourquoi il me disait ça, mais il me disait t'es pas le fils de Sarko, arrête de pousser les assiettes. Et je disais très tôt, je veux pas manger des cordons bleus et des haricots verts en boîte, ça m'intéresse pas. Donc je me suis plutôt rapproché de ma grand-mère sur ce sujet. Ok. Mais du coup, quand j'ai dit à ma mère que je voulais faire le métier de cuisine, elle m'a soutenu à 200%. Savoir que j'ai un parcours quand même de ce que les gens disent exemplaire parce que je viens de rien. Et quand je dis rien, c'est rien. À part la bonté et la beauté de ce que m'ont donné mon entourage, j'ai grandi avec rien. En fait, je viens de rien. Oui. Et tu sais, j'ai pas toujours été très bon à l'école parce que j'en avais pas envie, ça m'intéressait pas. Et j'ai su très tôt que je voulais faire ce métier. J'ai compris qu'il y avait pas forcément intérêt à aller à l'école. Donc je m'amusais. Et en fait, je me suis retrouvé comme un con en troisième. On m'a refusé l'orientation en fait que je voulais au lycée hôtelier de Montalot. Donc là, j'ai commencé à comprendre en fait que c'était pas toi qui décides de tout. Et ma mère, en fait, malgré les peu de revenus qu'ils avaient, mes parents, elle était prête à sacrifier, à payer une école hôtelière privée, etc. Alors j'ai refusé. Et après, j'ai fait les démarches avec monsieur le maire à l'époque qui m'avait aidé de ma ville et tout. Et après, donc, elle a fait ce qu'il fallait parce que il fallait acheter des costumes et je voulais pas le costume basique, je voulais le costume un peu bien, la petite cravate rose qui s'ajuste, etc. Et elle a toujours fait ce qu'il fallait pour m'offrir ce que j'avais envie. Elle m'enlevait la viande de son assiette pour la mettre dans la mienne pour que je puisse en manger deux parce que j'étais un garçon en pleine croissance. Et tout ça, c'est des trucs que t'oublies pas. Et en fait, il y a eu une espèce de truc qui s'est déclenché en moi, c'est c'est pas un syndrome, mais c'était l'envie de leur rendre en fait ce qu'ils m'ont donné. Et au-delà du fait qu'une mère c'est quelque chose de super important, je me suis dit attends, mais si j'en suis là, c'est aussi grâce à eux. Il faut que je leur rende. Donc c'est devenu mon objectif. Parce que quand j'ai commencé en cuisine, c'était très dur. J'ai voulu abandonner plus d'une fois. Et ma mère me demandait comment ça se passe. Je lui ai dit toujours ça va bien. Et je suis rentré, je pleurais dans mon oreiller. Et j'ai jamais voulu abandonner parce que je voulais pas les décevoir. Et tu sais, je finissais tard quand j'étais à la Madeleine à l'époque. On finissait des fois à minuit et demi, 1h, et il n'y avait plus de train. Donc je disais à mes parents, est-ce que ça vous dérange de venir me chercher? Parce que sinon, je sais pas comment je vais faire pour rentrer, noctilien, etc. Et donc mon père et ma mère, mais ma mère venait aussi me chercher. Je me rappelle, elle se cachait, parfois même des fois les poubelles. Il faut pas qu'on me voie, je vais passer pour un gamin. Et donc après une longue journée de travail, les tâches ménagères, etc. à la maison, elle venait jusqu'à la Madeleine à minuit pour venir me chercher. Donc quand on dit que les parents ils ont une importance dans l'éducation d'un enfant, c'est évident à 200%, et c'est pour ça que je les remercie. Et ma mère, elle aura tout ce qu'elle veut de mon présent en tout cas. Tu l'as dit, le monde de la cuisine, c'est pas un milieu qui est facile. Tout le monde le dit. Est-ce que tu estimes qu'il a été plus dur pour toi? T'as parlé dans Top Chef du racisme. Je vais pas dire dont t'as été victime, mais dont t'as été la cible, parce que t'es pas une victime. Est-ce que t'estimes que ça a été beaucoup plus dur pour toi que pour les autres? Et comment t'as cherché à préserver aussi ta mère de ça? Alors, je crois qu'on se ressemble un peu sur certains sujets. Ouais. On refuse le discours victimaire. Moi, je dis toujours que le mot racisme, c'est fort. Être raciste, c'est quelque chose quand même de très fort et ça a engagé des guerres et des sujets qui sont dangereux. Donc, je dirais plus de la discrimination que du racisme. C'est ce que j'emploie comme mot. Et oui, au début, dans la cuisine, surtout dans les grands établissements, permets-moi le mot, il y avait que des blancs. Et en fait, je comprenais pas que un jeune français, parce que moi je me suis toujours considéré comme français, qui veut travailler dans la gastronomie française, qui est réputée aux yeux du monde entier, c'était pas possible. Ça n'a jamais été les chefs qui me le disaient, c'était plus les équipes. T'as rien à faire là, etc. Tu dois laisser ta place à quelqu'un d'autre, etc. Les mecs comme toi, ça la plonge. Voilà. Maintenant, c'est ce que je dis, c'est vrai que c'est du passé, c'est important d'en parler quand même, mais maintenant je vois de l'avant. Aujourd'hui, ça a changé. Okay. Tant mieux. Ça a changé aussi par contrainte parce que y a plus beaucoup de gens qui veulent faire ce métier, donc on accepte beaucoup plus les différences. Mais je trouve que c'est un truc de dingue parce que sur le principe, la cuisine française s'est inspirée du monde entier. Et tu te dis, attends, j'ai 15 balais, je sors d'un quartier où j'en chie, je fais tout pour rendre hommage à mes parents et en fait on m'empêche d'avancer.
Et ça, c'est une réalité. Qu'on le veuille ou non, c'est une réalité. Et ta maman, tu l'as toujours préservé de ça? T'as jamais voulu lui en parler? Tout ce que je subissais de difficile, je leur disais pas. Je te dis, je rentrais parfois, je pleurais dans mon oreiller, véridique. Pourtant, je suis pas un faible d'esprit, mais au bout d'un moment, quand toute la journée, on t'en met sur les côtes, c'est au-delà du travail de cuisinier, tu vois, bah, tu fonds, tu vois, et tu te dis, mais pourquoi on me fait ça, en fait? Parce que je pense que toi comme moi, on est constitué normalement. Moi, je suis né ici, j'ai rien demandé à personne. Voilà. Je suis très content, par contre. On est français. Voilà. Et voilà, et tu te dis, c'est quand même chelou comme philosophie, quoi. Est-ce que tu gardes aujourd'hui, tu nous as parlé des valeurs que t'as inculquées ta mère. Est-ce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, t'as 31 ans, donc t'as grandi. Est-ce que tu gardes des choses ou une phrase, quelque chose que t'as laissé ta maman et que tu gardes aujourd'hui? Alors, c'est pas des phrases, c'est plus des manières de me comporter. Ok. J'arrive, alors, sauf aujourd'hui, je m'en excuse. Généralement, ça arrive toujours au moins, non, maintenant, j'ai plus trop le temps aussi, mais j'arrive au moins 1 heure en avance. En fait, quand j'allais aux entretiens, parfois, les gens que j'avais en rendez-vous, ils me disaient, mais monsieur, on a rendez-vous dans 1 heure ou dans 2 heures, quoi. Ouais. Elle me disait toujours d'arriver 1 heure ou 2 en avance, toujours au grain près, tu vois, toujours bien coiffé. Elle me disait toujours, faut que tu sois propre, bien coiffé, coiffe-toi bien, coupe tes ongles, machin, truc, etc., ta barbe. Et c'est vrai que je suis devenu un peu, j'ai gardé tout ça. J'ai horreur d'arriver en retard. J'essaie d'être toujours vraiment présentable et tout, même si c'est pas toujours facile. Il y a des jours où t'as envie de sortir avec ta touffe, tu vois. Ouais. Et toutes ces choses-là, quoi. Et la bonté. Tu vois, ma mère, c'est quelqu'un qui parfois, je lui dis, qui est trop gentil. La bonté, en fait, qu'elle offre à tous ceux qui l'entourent et même à ceux qu'elle connaît pas. Elle me l'a transmis aussi. Et voilà, et je me dis, en me levant le matin, quels que soient les gens que je vais rencontrer sur mon chemin, il faut qu'ils pensent du bien de moi. Voilà. Et ça, c'est un peu ma mère qui me l'a fait partager aussi, quoi. Ok. T'as parlé du fait d'être au carré, exemplaire. On va y revenir après parce que c'est hyper intéressant. Les amis, je vous relance encore une fois. Il faut que vous vous abonniez à cette chaîne, c'est important. Parce qu'il y a plein d'autres épisodes qui arrivent. On est en train de bosser sur les épisodes du mois de décembre. Je vous en parle même pas, ça va être une dinguerie. Ok ? Vous pourrez pas dire que je vous ai pas prévenu, au moins je vous ai prévenu. On continue, Mohamed, autour de toi. T'as rencontré des chefs sur ton chemin, mais t'as rencontré un chef que tu voulais mettre à l'honneur aujourd'hui, le chef Jérôme Bantel. Votre rencontre, l'impact qu'il a, le chef Bantel qui est 2 étoiles au guide Michelin, on le rappelle. Dis-nous en plus. Alors c'est plus qu'une personne pour moi parce que donc je reviens dans le contexte où je crois que c'était en 2008 ou 2010, je sais plus maintenant, mais donc il fallait trouver un stage. Et en fait, donc le lycée hôtelier m'avait trouvé un stage, mais qui pour moi était pas assez haut entre guillemets par rapport à ce que je voulais. Donc j'ai postulé partout. Je vais pas les citer, mais j'ai postulé dans tous les endroits que j'avais envie de travailler et m'ont tous refusé. Donc là, je me suis dit, mais attends, mais comment tu peux refuser quelqu'un qui a envie de travailler gratuitement? Voilà. J'ai tout de suite compris que je ne correspondais pas à l'éthique physique. Et voilà, il y a des endroits où les mecs, ils font tous 1m70, sur 65 kilos, ils sont tous coiffés de la même façon, etc. Et voilà, ça change maintenant, mais... Et donc, à l'époque, il y avait le journal d'hôtellerie-restauration en papier. Et le restaurant, du coup, du chef Alain Saint-Dérins ou le chef Jérôme Bantel, officier, recherchait un commis de cuisine. Donc j'ai appelé et j'ai dit je cherche un stage. Et il m'a dit vous êtes dispo? J'ai dit oui. Donc j'ai été le voir. Et tu sais quoi, ça a été physique. J'ai ouvert la porte pour rentrer dans la cuisine et il s'est passé un truc entre lui et moi. Et donc il m'a dit vous êtes dispo, machin. Je lui ai dit moi il y a aucun problème. Je resterai le temps qu'il faut et je ferai tout ce qu'il faut. Je suis motivé, j'ai envie de travailler avec vous, etc. Donc il m'a donné mon opportunité. À partir de là déjà, pour moi c'était un grand homme. Parce que c'est ce monsieur qui m'a mis le pied à l'étrier dans la cuisine et j'en ai pleuré dans Top Chef parce que c'est quand je me suis retrouvé un peu dans la même position mais face à Hélène Darroze et qui me dit qu'est-ce que ça te fait d'être là, à qui tu penses, etc. Je lui ai parlé de Jérôme Bantel parce que dans la vie il y a toujours une personne ou plusieurs que tu rencontres qui fait changer le cours des choses et ce monsieur il en fait partie. Donc quand j'étais en cuisine il me disait voilà Momo viens tiens goûte ça, goûte ci, goûte la Saint-Jacques, caviar comme je l'ai dit. Il a pas fait avec tous les stagiaires. Donc c'est qu'il y avait une relation qui s'est créée et je le remercie encore pour ça parce que ça se trouve que s'il n'avait pas été là,
Tu sais, le jeune de banlieue, il aurait pu dévier ou il aurait pu... alors, il n'y a pas de sous-métier, loin de là, on a besoin de tout le monde, mais j'aurais fait un autre métier, plombier, mécanicien ou autre encore, manuel. Qui aurait pas été ta passion, en tout cas. Qui aurait pas été ma passion. Et du coup, c'est super important qu'il y ait des gens comme lui qui donnent, qui donnent et qui ont donné des opportunités aux gens comme moi. Et du coup, on a travaillé ensemble, il m'a pris en tant que stagiaire, et normalement, tu sais, je devais partir à 16h. Sur la fiche de machin. Et tu restais? Ma mère, elle me disait, ne pars pas tant que le chef ne dit pas de partir. Alors, j'étais passionné, tout ça, mais en fait, quand t'es gamin, t'as toujours, vas-y, il y a mes potes qui sont en train de taper un fou, ou, tu vois, t'as toujours le petit parasite qui te dit, et je regardais ma montre, je voyais des fois 19h, 20h, putain, il va pas me dire de partir. Il a vu que j'étais passionné. Et c'est quoi, j'ai même pas pensé à le ramener, mais il m'a fait dédicacer un livre par Monsieur Sandérin, pas à son âme, qui est plus ce monde aujourd'hui. Monsieur Sandérin, c'est quand même un précurseur de la gastronomie française. Et m'a écrit en souvenir d'un stagiaire exemplaire, la porte du restaurant sera toujours ouverte pour toi. Et donc, quand j'ai fini mon diplôme, je suis allé avec ce truc. Je lui ai dit, c'est toujours valable, ça? Ah, dès la fin? Ouais. Tu savais déjà que tu voulais... J'ai arrêté, j'ai fait un BEP, j'ai pas été plus loin, j'avoue qu'en même temps, ils m'ont viré l'école. Ok. De toute façon, j'avais pas le choix. Ouais. Et il m'a dit, oh putain, le con, il a ramené le bouquin. Et il m'a dit, bien sûr que c'est valable. Et donc, j'ai bossé là-bas pendant un petit moment. Et ça m'a boosté. Et après, du coup, après Top Chef, comme j'ai parlé de lui avec tout ce que j'avais sur le cœur, il a été très sensible à ça. Et il m'a offert, du coup, la possibilité de prendre les rênes d'un des restaurants, du coup, du palace dans lequel l'officier a la réserve. Et enfin, la boucle était bouclée. Enfin, c'est la preuve que ce monsieur, en fait, c'est une vraie personne, un vrai humain, un vrai humble et voilà, je suis très reconnaissant envers lui, vraiment. Est-ce que tu lui avais annoncé ta participation au concours Top Chef? Alors non, parce que... Il l'a que... découvert à l'antenne. Et tu sais quoi, il l'a même pas découvert à l'antenne, il l'a découvert sur le plateau. Ok. Parce que il était venu pour l'épreuve. Et quand il rentre pour faire ce qu'on appelle les beauty, tu sais, ils font des sourires à la caméra, il me voit, il y a une espèce de... Ça faisait un moment que je l'avais pas vu en plus. Ok. Et il était très content. Très content, il m'a envoyé un message et tout après. Et je pense que c'était aussi une fierté pour lui de se dire, en fait, j'avais aussi un peu misé sur le bon cheval. Ce gamin-là, sur qui j'ai donné du temps, en fait, il a fait un bout de chemin, quoi. Donc, vraiment très content. Et je lui ai dit la dernière fois en rigolant, je lui ai dit, mais je serai toujours là pour vous. Que ce soit pour porter un meuble, pour n'importe quoi, vous pouvez m'appeler. Moi, je suis quelqu'un d'entier, tu vois. Quand j'aime les gens, je les aime pour de vrai. Et voilà, et pour moi, c'est quelqu'un qui sera dans ma mémoire et dans mon cœur à tout jamais. Tu nous as parlé de la transmission particulière qu'il a eue avec toi. Est-ce qu'il y a aussi là des clés que lui t'a filées et qu'aujourd'hui tu gardes dans ton métier de chef? En fait, c'est le premier poste sérieux que j'ai eu. Donc, ils m'ont tout appris en fait. Okay. Alors le cheminement est long et t'apprends pas tout d'un coup, mais c'est là où j'ai appris à manier mon couteau, c'est là où j'ai appris à m'habiller correctement, c'est là où j'ai appris que quand tu te rasais le soir avant de dormir, c'était trop tard et qu'il fallait le faire le matin. Hein, c'est là où j'ai appris en fait la brigade, enfin tous ces trucs-là, et puis surtout le niveau étoilé quoi, et les produits, découverte des produits. Donc ça a été vraiment une expérience mais incroyable. Et puis c'était à l'époque un peu de la cuisine, elle est toujours vraie aujourd'hui, mais entre guillemets la vraie cuisine où t'avais les jeunes, ils étaient vraiment passionnés quoi. Il y avait des CV, il y avait une pile comme ça de CV sur les bureaux des chefs qui fait qu'il y avait un espèce d'engouement où tu disais faut que je me bouge le cul parce que sinon c'est un autre qui va prendre ma place. Aujourd'hui malheureusement ça a changé ça et du coup on perd un peu le charme du métier qu'on avait. Tu l'expliques comment ça? Il y a plein de raisons, c'est que c'est un métier qui est difficile. Donc déjà si on le fait pas par passion c'est compliqué, même en étant passionné c'est dur déjà. Après, les mentalités, je crois qu'il y a une génération qu'on appelle XY ou un truc dans le genre. XYZ. Voilà. Qui sont arrivés avec un état d'esprit qui est différent. Il y a des chefs qui se sont mal comportés aussi, faut le dire. Et qui continuent à mal se comporter malgré tout. Et après, t'as eu des effets, en plus de ça, Covid, etc. T'as le digital, en fait, ça a ouvert, la preuve étant aujourd'hui, c'est que ça a ouvert énormément de métiers. Et c'est des métiers qui intéressent, pourquoi? Parce que c'est cool et que sur le principe c'est du boulot, mais t'es moins fatigué, même moi quand je fais mes contenus c'est sûr que c'est moins compliqué que faire une journée de cuisine. Donc il y a plein de gens qui se sont dirigés vers ça, etc. Et beaucoup d'étrangers. Malheureusement, en tout cas nous ce qu'on constate en cuisine, c'est que la France déjà n'attire plus, contrairement à ce qu'on pense. Et il y a beaucoup de gens qui partent à l'étranger, hein. Que ce
soit Australie, Polynésie, Dubaï, Saint-Barth, Marrakech. Pour faire de la cuisine française, mais là-bas. Pour faire de la cuisine, ouais, carrément. Donc on se dit, putain, c'est chaud quand même parce que... Et moi, j'avais fait une formation avec un monsieur qui s'appelle Bruno Gosso. Il nous a dit, commencez à revoir votre manière de cuisiner parce que ça va changer. Vous allez plus pouvoir faire... vous n'allez pas pouvoir travailler de la même façon dans certaines années. Vous aurez plus de staff. Et ça a déjà commencé. Dans ton lien avec tes équipes, avec tes brigades, est-ce qu'il y a des trucs, encore une fois, que tu as appris toi avec le chef Banquetel ou même dans la manière de travailler avec eux? Est-ce qu'il y a des spécificités? Je sais pas, hein, non, c'est parce pas mon que... monde, mais j'essaie d'imaginer un peu. Non, parce qu'en fait, tu sais, c'est comme une éducation. Ouais. T'as tes parents, mais ça fait pas tout. C'est T'as vrai. les professeurs, t'as les éducateurs, t'as tes voisins, t'as tes collègues, etc. Et il a participé à mon éducation. Mmh. Donc, je pourrais pas te dire avec détail qu'est-ce qu'il a changé en moi, mais il m'a apporté dans ma personne et dans ma cuisine, c'est évident. Et voilà, mais il n'y a pas de truc spécifique. Parce que chacun est propre à lui, tu vois, tu observes. En gros, tu fais un espèce de cocktail de tous les établissements et tous les chefs avec qui tu as bossé. Tu adaptes ça à ton profil et tu t'organises après en fonction, tu vois. Sur le même modèle que le Mohamed qui avait 15 ans, si aujourd'hui tu rencontres un petit de 15 ans, une petite de 15 ans qui rêve de faire de la cuisine, qui a cette passion-là, qu'est-ce que tu lui donnerais toi comme conseil? Alors, les conseils que je lui donnerais, c'est d'avoir des ambitions à la hauteur de ce qu'ils sont capables de supporter. Parce qu'en fait, t'as plein de jeunes qui commencent la cuisine, qui vont taper direct dans des 3 étoiles. Tu sais, je compare ça, moi je suis passionné un peu par ça, GIGN, le RAID, etc. Parce que c'est de l'élite aussi. Je compare ça en rigolant des fois. Je dis, mais quand tu vas au GIGN ou au RAID, c'est super con, mais il te dit, mets ta gueule dans la boue, je veux plus te voir. Tu vas pas lui dire, non, mais pourquoi tu me demandes de mettre ma tête dans la boue? T'es venu, tu sais ce que c'est, mets ta gueule dans la boue, ferme-la et vas-y, tu vois. Et je dis pas que c'est ce qu'il faut faire en cuisine, Ouais. mais dans des 3 étoiles, c'est l'élite. Les mecs, ils sont comme ça tous les jours. Parce que c'est comme quand t'as le Ballon d'Or, c'est comme quand t'as ce que tu veux. Quand t'es au max, c'est comme Christian Dior, c'est comme des grandes marques. L'avoir, c'est très bien. La garder, c'est plus compliqué. Exactement. Donc, il y a une espèce de pression naturelle qu'il faut essayer de retranscrire avec sympathie auprès des équipes. Mais naturellement, tout le monde est tendu. Et pour commencer, c'est pas les meilleurs établissements, quoi. Donc, parce qu'en plus, tu vas commencer, tu vas faire que des petites... généralement, tu mets les pouces, ou t'écosses les petits pois, ou tu travailles sur les girolles et tout. C'est pas les trucs les plus intéressants. Alors que quand tu vas rentrer dans une petite brasserie, on va te considérer un peu plus, tu vas faire un peu de cuisson, etc. Donc, t'es un peu plus à l'aise avec le feu, etc. Et voilà le conseil que je pourrais donner déjà. Et après, c'est d'écouter. C'est écouter, c'est que le chef, c'est un mentor. Et s'il dit quelque chose, c'est qu'il y a une raison. Il faut arriver à l'heure, il faut être propre. Et en fait, il faut aussi s'intéresser au métier en dehors de son travail. Parce que nous, il y a un chef souvent qui dit, Nicolas Salle, qui me dit, nous, on était cons à l'époque, on acceptait de travailler de 8h à minuit. Aujourd'hui, les jeunes sont un peu moins cons. Du coup, ils finissent à 16-17h, ce qui est très bien pour eux. Mais quand tu finis à 16-17h, c'est pas, tu coupes, tu oublies tout. Tu travailles pas à la mairie, en fait. C'est pas mal. Non, mais tu vois, la mairie, tu fermes ton bureau, je veux pas entendre parler des demandes de logement, tu vois. Fin de la journée. Voilà, c'est fin de chantier, comme on dit. J'embrasse toutes les personnes avec qui j'ai bossé en mairie, je vous salue. Mais sans être négligent, loin bien de là. sûr, bien on sûr. a besoin, on les aime. Mais je veux dire, la cuisine, c'est un métier de passion. Oui. Quand tu finis, bah, tu vas faire tes courses, tu regardes un petit reportage, t'achètes 2-3 épices, tu goûtes, ou t'essaies d'aller dans des restos un peu différents pour voir ce qui se passe. En fait, c'est un métier en continu. C'est, même quand tu bosses pas, tu bosses. Tu vois, moi, quand je vais en vacances, la première chose que je fais, c'est, quels sont les meilleurs restaurants, les marchés, les produits locaux. Est-ce qu'il y a un producteur que je peux aller visiter pour voir comment il fait son cacao, des trucs comme ça. Et pour moi, c'est des vacances. Est-ce que, d'ailleurs, tu nous fais du bon contenu quand tu pars à l'étranger, hein. C'est gentil, je suis pas tout seul. Moi, je sais que t'es pas tout seul. Dédicace à Sadik sans Voltaire. On le dédicace et on l'embrasse. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a un truc qui m'intéresse. Le Mohamed, père de famille, est-ce qu'il cuisine? Écoute, hier, j'ai mis une story en parlant de contenu. Sur des quenelles de brochet. J'ai dit à ma femme, je vais les barber. Et, donc j'ai mis les super quenelles dressées, tout ça. Après, j'ai écrit PS, j'avoue, je les ai achetés chez le traiteur. Okay, donc oui, quand j'ai le temps, ouais. je le fais, mais si tu veux, quand t'as des journées à rallonge, bien tu travailles presque 7/7, il y a un moment donné où c'est compliqué, quoi. Non, c'est clair. C'est clair. En 2022, t'as sorti un bouquin,
Ma Méditerranée, que tu m'as gentiment dédicacé. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'était un beau livre. Un beau livre où tu nous as concocté quelques recettes. Il y avait de tout en vrai. Il y avait des cocktails même. Carrément. Il y avait des cocktails, il y avait des mezzés, il y avait de la viande, il y avait du poisson, il y avait du végé. C'était pour tout le monde en vrai, c'était très cool. Moi, il y avait 2 coups de cœur. Il y a les beignets de gambas, mais que j'avais déjà goûté chez Manzili. Et c'était C'est pour vraiment... ça, parce que la question que j'avais posée, c'est est-ce que tu l'as fait la recette? Non, alors non, je l'ai pas. Je t'explique. Les beignets de gambas, je les ai pas fait, mais ce que j'ai fait, il y avait un riz au lait cannelle Ouais. que j'avais fait et qui était excellent et que j'ai fait, que j'ai T'as fait réussi à et faire. c'est que j'ai réussi à faire. Bravo. Mais en vrai, c'était pas très compliqué. Non, il faut suivre la recette. Ouais, faut suivre la recette. Franchement, c'était très cool. Et en plus de ça, et là, je dis big up le frérot Jimmy Mohamed parce qu'il m'a parlé de tous les bienfaits de la cannelle il y a pas très longtemps. Donc, je vais essayer de faire un petit peu plus de plats avec la cannelle. Dans ce livre-là, tu nous fais de la cuisine française avec des inspirations méditerranéennes. Tu l'as dit tout à l'heure, la cuisine française, en fait, elle est enrichie depuis toujours de plein d'inspirations. Toi, t'es d'origine algérienne, tu l'as mentionné tout à l'heure, et ça va être important pour la suite de l'épisode. Restez là. Est-ce que c'était important pour toi, justement, que ce soit dans Top Chef, d'ailleurs, avec le nomade, le fameux, ou avec ces recettes-là, est-ce que c'était important de mettre une part de ton identité dans ta cuisine? C'est une très bonne question. Je te remercie. Non, mais elles sont toutes bonnes, mais celle-là, elle est. En fait, je me suis toujours caché de ce que je suis. Alors, j'ai dit tout à l'heure que j'étais français, mais je suis aussi algérien. Parce que j'ai la double nationalité, mais je suis français. Et en fait, mes expériences professionnelles, elles ont été à 90% autour de la cuisine française, parce que je fais beaucoup de cuisine asiatique aussi. Mais quand t'es à l'école et que ton prof il te dit dans ta classe qu'aux Noirs et aux Arabes vous ferez rien de votre vie, etc., que tu vas au travail et qu'on te dit t'as pas ta place ici, etc., t'as pas forcément envie de faire de la cuisine du nord-africaine, quoi. Et à un moment donné, Hélène Darroze dans le concours, elle me dit écoute Mohamed, à un moment donné il va falloir que tu mettes un peu plus de toi dans tes plats si tu veux aller au bout. Je lui dis ouais, mais en plus de moi, je fais de la cuisine, après moi je vais pas aller inventer des trucs. Elle me dit, il faut qu'on sente plus ta personnalité, etc. Tu sais quoi, ça a été important pour moi parce que je me suis un peu affranchi. Je me suis dit, mais en vrai, s'il y a un moment où il faut montrer que les jeunes qui viennent de banlieue, les gens issus de l'immigration et la cuisine nord-africaine influencée par la France, et c'était le moment en fait d'envoyer la sauce, quoi, sans faire de mauvais jeu. Ouais. Et du coup, j'ai commencé à, comme dirait Rimka, à envoyer du ras al hanout, tu vois. Et il kiffe on peut dire Ras el Hanout ouais, ici. faut le dire avec le vrai On peut dire Ras el Hanout, mais on peut aussi dire Ras el Hanout. Ce qui veut dire la tête de l'épicier, quand même. C'est vrai. Mais qu'on explique, c'est un mélange d'épices pour ceux qui connaissent pas, pour ceux qui sont pas dans la cuisine. Et donc, Rimka, qu'on big up dans une très belle vidéo que j'ai kiffé, t'as bien dit, t'as dégainé du Ras el Hanout à toute patate. Ouais, il m'a dit, tu leur as fait du mal avec ça. Donc ouais, non, mais je me suis dit, voilà, c'est le moment où j'ai travaillé avec les plus grands chefs français. La cuisine française, c'est une des cuisines les plus belles. Mon histoire personnelle, au-delà de l'Algérie, c'est que en fait, j'ai énormément voyagé avec mes parents quand j'étais gamin dans le bassin méditerranéen, surtout en Espagne, en Italie, etc. Donc j'avais des saveurs quand même qui étaient... parce que aussi pour moi, le bassin méditerranéen, c'est là où tu manges le mieux. Et du coup, je me suis dit, vas-y, c'est le moment donc d'associer ce que j'ai appris avec, comme dirait Hélène Darroze, une partie de moi. Et donc, j'ai envoyé. Tu sais quoi, au fur et à mesure, je me suis dit, bon, ça marche. Et jusqu'au moment où, du coup, on a dû faire ce fameux resto en collaboration. Là, donc, on a fait ça Avec Mathias. C'était génial, j'ai des souvenirs exceptionnels. Et c'est passé des dingueries, hein. Ouais, si vous avez, franchement, démerdez-vous pour trouver la saison en replay. Ouais, mais cet épisode est extraordinaire. Incroyable. Ils m'ont dit merci, carrément, M6. Je m'étonne. On faut dire, ce resto a failli ne pas voir le jour. En vrai, c'était très chaud. Sans faire de jeu de mots. Ouais. T'es toute cuisine, hein, toi. Grave. Donc non, franchement. T'as mis une part de toi. J'ai mis une part de moi. C'était un peu des voyages avec mes parents. Et surtout, un honneur aussi à ma grand-mère qui m'a initié à la cuisine. Et en fait, ça a commencé à me plaire. Et je me suis dit, mais en vrai, tu prends pas un chef qui... C'est un peu des amalgames que moi-même je me permets de faire, mais un chef qui s'appelle Mohamed Sheikh, qui fait de la cuisine japonaise,
Je dis pas que t'as un nom, il faut l'associer, mais c'est vrai que c'est un peu, généralement, tu fais avec ton histoire. Si on veut parler de Mathias, il raconte son Jura, comme il dit. Il est français, mais il parle particulièrement du Jura. Christian Lesquer, il parle de la Bretagne, etc. Et du coup, tu dis, bon, bah, voilà, moi, ce qui me berce le plus, c'est le bassin méditerranéen, donc j'envoie dessus sans aller trop loin, tu vois. Et l'objectif, c'est pas de faire des couscous et tout à tire-larigot, là, même si j'en ai fait 2-3 vidéos qui m'ont valu certains commentaires sympas. Mais donc voilà, donc non, tu dis qu'en vrai, demain, si j'ouvre un gastro, ça me donne une ligne directive et j'ai plein d'idées. Parce que les influences, c'est pas de faire un couscous, comme je disais, ou de faire un tagine, quoi. C'est d'aller chercher plus loin. De travailler avec les mélasses, de travailler avec les graines de nigel, avec ces choses-là que les gens... J'avais une idée, une lumière hier, je me dis, attends, mais on fait des glaces au sésame, des trucs machin. Je dis, mais en vrai, il n'y a jamais personne qui a fait un truc avec la graine de nigel. C'est vrai. Tu vois, c'est plus dans cette inspiration-là, moi, que je vais puiser. L'idée, c'est pas que visuellement, ça ressemble à un truc robeux. Je le fais pour les réseaux sociaux, parce que c'est cool, tous les gens, ils aiment bien. Mais voilà, donc aujourd'hui, j'assume. C'est ma cuisine, c'est la cuisine méditerranéenne. Donc, il prend tout le bassin, et je dis toujours, ça commence par la Provence. Parce que je suis français. La Provence, le Maghreb, l'Italie, la Turquie, l'Espagne. La Grèce, l'Espagne, etc. Et voilà. Et je me régale parce que de toute façon, ma cuisine, elle a 80% de produits de la mer en plus. Donc voilà, et j'essaye de penser à tout le monde parce que, encore, j'ai vu Delphine tout à l'heure en message qui me demandait si je fais des plats végétariens. Oui, j'essaye de penser à tout le monde, c'est important. Et évidemment, on peut retrouver tes recettes sur Instagram. Tu nous fais du contenu sympa. Surtout en ce moment, je vois, il y a un beau tunnel de vidéos avec des recettes que vous pourrez refaire aussi à la maison. Donc, n'hésitez pas à aller les regarder. En troisième personne, tu voulais nous parler de ton, on peut dire acolyte, c'est le bon terme. On va parler d'Alain Grant. Qui est Alain? Alors Alain, généralement, quand on me pose la question, je sais pas comment le décrire. Ok. C'est en même temps mon adjoint, mon pote, mon frère, mon collègue, mon acolyte, mon camarade, c'est un peu tout ça. Voilà. Et en fait, on s'est rencontrés au Royal Monceau. J'avais 18 ans. J'en ai 31 aujourd'hui. Et on s'est jamais perdu de vue. Et en fait, donc on a travaillé ensemble en cuisine, hein, les cuisiniers pour ceux qui ne le savent pas. Et on a éclaté des murs ensemble. Et sans ce monsieur, j'en serais pas là aujourd'hui. Et j'ai vraiment pas honte de le dire. C'est quelqu'un qui m'accompagne au quotidien, autant personnellement que professionnellement. Et je crois que c'est un peu le rêve de beaucoup de gens d'avoir quelqu'un avec qui tu te sens bien, avec qui tu peux tout partager, avec qui tu peux être naturel, sincère et avoir la même passion, les mêmes objectifs et les mêmes ambitions, tu vois. C'est-à-dire qu'avec Alain, on aime la cuisine, on a des objectifs qui sont communs, on a tout accompli ensemble. Ça fait plus de 12 ans qu'on travaille ensemble maintenant. C'est quand même pas rien, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a une sacrée entente entre nous. C'est quelqu'un qui a de l'humilité parce qu'il a accepté aussi ce côté lumière aussi que j'ai et que lui n'a pas. Donc il faut quand même avoir aussi une certaine humilité pour accepter ça. Souvent, à partir de ce moment-là, c'est là où les gens se séparent, tu vois. Tu as la réussite. L'intelligence, lui, c'est que la réussite, pour lui, elle est commune. Et moi aussi, c'est réciproque, tu vois. C'est-à-dire que tout ce que j'entreprends, je ne le vois pas sans lui, quoi. Et voilà, donc c'est quelqu'un vraiment qui est indispensable à mon quotidien et qui peut-être même sans lui, j'aurais changé d'horizon, tu vois. T'as des gens, j'ai été invité à un repas de business il n'y a pas longtemps avec Anthony Bourdon. Oui, c'est ça, oui, très bien. Avec Anthony Bourdon qui a dit j'ai eu la chance d'avoir une personne qui croyait en moi. J'ai trouvé ça beau. C'était sa pote, qui est devenue maintenant son adjointe. Il a dit, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui croyait en moi. Et comme elle croyait en moi, c'était devenu mon objectif de ne pas la décevoir. Du coup, ça vient un peu comme avec ma mère, avec mes parents, tu vois. C'est qu'aujourd'hui, ils sont deux. Il n'y a pas que Alain, il y a Fanny aussi. Ils sont deux à croire en moi. Et je ne peux pas les décevoir. Ça veut dire que dans tout ce que j'entreprends, je les inclus psychologiquement avec moi. Du coup, dans tous mes choix, je dois faire les bons choix. Je me dois, en fait, vu qu'ils me font confiance, d'arriver au bout. Et ils me poussent aussi, tu vois. Et ça, c'est vraiment super important. Et c'est pour ça que je reprends sa phrase en disant, voilà, en fait, quand tu as des gens qui croient en toi, ça t'aide, en fait, à atteindre tes objectifs. C'est très cool de t'entendre parler d'Alain. Mais ça peut être aussi très cool
d'entendre Alain parler de toi. Alors, que dire de Mohamed Cheikh? Mohamed, c'est un homme comme il y en a peu, c'est-à-dire avec des valeurs, des principes, du respect. C'est un homme sur qui on peut compter, qui a qu'une seule parole, très humble. C'est un homme avec qui on a battu pas mal de choses déjà ensemble et c'est prévu que ça dure encore un petit peu. C'est quelqu'un vraiment avec qui j'aime partager, j'aime travailler, j'aime discuter. C'est quelqu'un d'aspirant. Je me rappelle, il dit toujours une phrase, c'est qu'il faut montrer par l'exemplarité. Et ça, c'est une belle leçon, je pense, pour tout le monde. Et donc, s'il est là aujourd'hui, c'est qu'il a montré. Donc, c'est un exemple à suivre. On remercie Alain pour ce message. Ouais, c'est très touchant et ça fait plaisir et tu vois, ça donne encore plus envie de continuer en fait. Et je te parlais d'humilité, tu vois, faut avoir de l'humilité pour dire ça. Et on a rigolé, on s'est dit qu'on avait fait le serment inviolable comme dans Harry Potter. Ouais. Alors on a fait le bon serment nous, en se disant qu'on se quitterait jamais, tu vois. Parce qu'en fait, on est un peu yin et yang, tu vois, c'est l'équilibre. Je crois pas du tout à ça, mais c'est pour représenter un peu le truc, c'est que j'ai l'impression que l'un ne va pas sans l'autre et on a besoin d'être ensemble quand, c'est inexplicable. Pour moi, c'est de la grâce, tu vois. J'ai de la chance de l'avoir avec moi aussi. Je suis très content du message et merci à toi du coup. Non, c'est normal. Et à lui évidemment quoi. C'est fou parce que vous dites la même chose l'un de l'autre sur l'humilité, sur l'exemplarité, sur cette volonté de bien faire les choses. C'est fou parce que j'ai l'impression, moi, avec mes potes qui sont là depuis que je suis gamin, de voir et d'entendre la même chose. Donc on est toujours sur cette exemplarité dont on parlait en fait avec ta maman au tout début de l'épisode. Et je vais pas te demander si toi t'acceptes ce titre d'exemple ou pas, tu vois. Mais en tout cas, est-ce que toi, dans ton travail du quotidien, t'essayes d'aller vers cet objectif de l'irréprochable? Alors, je dis toujours que avant de faire un reproche à quelqu'un, il faut d'abord être exemplaire. Donc, si tu dis à quelqu'un de pas arriver en retard, mais que toi t'es toujours en retard, ça marche pas. Si tu dis à quelqu'un qui t'est habillé comme un pouilleux, mais que toi tu l'es aussi, ça n'a pas de sens. Si tu dis à quelqu'un il fréquente pas des bonnes personnes et que tu fais pareil, ça n'a pas de sens. Donc déjà, moi, j'essaye d'être le plus... Alors la perfection n'existe pas, mais j'essaye d'être le plus parfait envers moi, en moi. Je te disais tout à l'heure que quand je sors le matin, c'est pas un objectif, c'est naturel, c'est spontané, tu vois. J'essaye d'être le plus bon possible. Et c'est mon objectif de vie parce que j'ai une philosophie dans laquelle je rentrerai pas en détail, qui me guide en fait au quotidien. Et pour moi, c'est, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est ma ligne de conduite. Et tu vois, il se passe des trucs un peu ouf parce que la dernière fois, j'étais avec Fanny, donc qui est mon autre adjointe, on faisait des courses pour un projet. Et je lui dis, tu sais, à chaque fois qu'il y a quelqu'un dans la rue qui a besoin d'un truc, il se tourne vers moi. Que ça soit pour porter une poussette, une dame qui a besoin d'une bouteille de limonade, ou une femme qui sait pas où est-ce qu'elle trouve pas la rue. Avec tous les gens qu'il y a autour de moi, les gens ils viennent vers moi. Et tu sais quoi, 2 minutes après, je te jure que c'est vrai. Dans le rayon, elle me dit, monsieur, excusez-moi, vous pouvez m'attraper le paquet de pâtes là-haut là? Je dis, putain, c'est incroyable. Et pour moi, ça arrive pas par hasard, c'est important de dégager quelque chose de positif. Et tout passe par ça, en fait. Tout passe par les valeurs, par la parole, par, tu vois, l'engagement. Si je te dis, ok, le 7 décembre, t'as besoin de moi pour un déménagement, le 7 décembre, t'as besoin de moi pour un déménagement. Ce matin, je t'ai envoyé un message. C'est vrai. Je t'ai dit, putain, j'ai la crève. Je suis pas rentré dans les détails, mais j'avais froid cette nuit et tout machin. Et je te remercie d'être là. C'est moi. Mais je dis, attends. Et je l'aurais fait pareil avec tout le monde, hein. Je te kiffe vraiment, mais je l'aurais fait pareil avec tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est ma ligne de conduite. Tu m'as dit, je peux pas annuler. Je suis désolé. Je suis un mec loyal. Je sais ce que ça demande. Et du coup, j'ai dit, mais je peux pas le mettre dans la merde. Je viens et je suis très content d'être là. Donc tout ça, c'est ma ligne de conduite et qui fait que, quand tu travailles avec quelqu'un, quand tu rencontres quelqu'un, cette personne-là, normalement, à part si elle est un peu jalouse de toi ou que ça fonctionne pas physiquement, elle peut que avoir envie de continuer à travailler avec toi. Et du coup, à te recommander aux autres. Et je crois que c'est ce qui fait aussi que j'en suis arrivé jusque-là et que malgré que ça fait plus de 3 ans, enfin ça fait 3 ans maintenant, je crois que je suis sorti de Top Chef,
il m'arrive toujours autant d'activités, de propositions, de super belles choses, etc. Et voilà, et le bien amène le bien, et pour moi, c'est super important. Déjà oui, encore une fois, merci parce que alors déjà t'es là, on s'écrit ce matin et puis sur le retard tout à l'heure on en parlait. Moi il y a jamais personne qui m'appelle un quart d'heure avant le retard pour me dire je vais être en retard. Tu vois, donc franchement rien que ça, tu vois, ça m'a fait super plaisir. C'est pour ça que les quelques minutes de retard, parce qu'en vrai t'as pas été si en retard que ça, contrairement à moi qui le suis très souvent. En vrai il y a rien de grave. Sur le fait d'être irréprochable, moi je rejoins beaucoup ce que tu dis. Moi je dis très souvent à ceux qui me connaissent pas, parce que mes amis d'enfance maintenant ils le savent, moi je juge personne. C'est ça d'ailleurs que les gens aiment bien me parler. Moi je juge personne simplement parce que je demande pas à être jugé, parce que je pense pas être irréprochable sur partout. Nous ne sommes que des hommes, et c'est important d'avoir conscience de ça. Et c'est pas le cas de tout le monde. Et sur le fait d'être irréprochable, tu me parlais, du coup je pensais au 9-4. Du coup moi j'ai pensé à Kerry James qui dans Banlieusard disait les pièges sont nombreux, il faut que je sois deux fois plus motivé, 2 fois plus qualifié, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est moi ça aussi, ça a toujours été ma ligne directrice, d'aller au moins, pas d'être irréprochable, mais au moins d'aller au maximum de ce que je peux faire. On arrive à la fin de l'épisode d'Autour de moi, Mohamed. Tu nous as fait un cadeau par ta présence. C'est gentil. Je le pense vraiment. Je voulais vraiment t'avoir et je suis très content vraiment que tu sois venu. Parce que la cuisine est un milieu en plus où, tu sais, c'est un peu le monde des initiés, tu vois. C'est un peu compliqué quand on connaît pas la cuisine Bien sûr. de s'y intéresser et d'en parler. J'ai longtemps réfléchi à ton cadeau qu'on va te remettre, que Yara qui travaille avec moi va rapporter, parce qu'il est un peu imposant ce cadeau. Et normalement, t'as simplifié l'ouverture. Merci Yara. Les choses en grand. Bah attends, grand invité. Heureusement que je suis pas venu en moto aujourd'hui. Non ouais, grave. Tu sais qu'à un moment je me suis dit ça, je me suis dit attends, est-ce qu'il va venir en moto ou pas? Tout à l'heure quand tu m'as dit je dois me garer, j'ai dit ok. Cadeau que tu peux ouvrir en vrai. Et pendant que tu déballes ton cadeau, je vais faire une spéciale dédicace à 213 Concept Store. Je vous mets l'adresse juste en dessous. C'est une boutique incroyable. Et je salue également l'artiste Anwar Boudia qui nous a permis d'avoir ce très très beau cadeau. Anwar, merci. Et merci à toute l'équipe du 213 Concept Store. Alors, hop là, on te laisse regarder. Hop là, on t'enlève tout ça. Ça fait longtemps qu'on m'a pas offert de cadeau quand même. Moi, je dis ça. Je suis toujours en train d'offrir des trucs aux gens et moi. Alors, t'as juste à. À l'envers. Non mais tu vas retourner. Forcément. C'est aussi grand que moi le machin. Là. Ok, donc on a l'affiche d'une belle toile d'Anwar Boudia, comme je disais, qui représente beaucoup de choses. Donc on a l'affiche d'une belle toile réalisée par Anwar Boudia qu'on salue, avec plein de petites références. Il y a des références qui moi me parlent. En plus on en a déjà parlé. Je vois la Kerentika qui est mentionnée un moment. Il y a la silhouette de Cheb Hasni aussi, avec Mezel Souvenir Andé, qui est une très belle chanson de Cheb Hasni. Il y a Disco Maghreb. Il y a bref plein de références à nos origines, à nous deux, à nos origines algériennes. Et voilà. Et il nous a mentionné ton petit nom avec un petit chapeau de de chef cuistot. Ok, donc légendaire. Légendaire. Merci beaucoup. Voilà ton cadeau, Mohamed. Très gentil. Mais c'est vraiment très sympa de ta part, je te remercie. Merci à toi. Et puis, ça me donne presque envie de te proposer d'aller en Algérie ensemble, tu vois. Vas-y, avec plaisir. Avec D'aller plaisir. faire découvrir la culture culinaire. Bah, en vrai, moi, j'ai la culture. Attends, on va remettre ton micro correctement. Moi, j'ai la culture de culinaire de ma maman qui arrive dans quelques jours à Oran d'ailleurs. Mais avec plaisir. Moi, tu sais, je suis un grand passionné de cuisine. Ouais, parce que moi, je suis pas du tout dans le communautarisme ou quoi. Ouais, que ce ouais. soit, mais c'est vrai que souvent, on parle de la cuisine marocaine, qui est très bien. Mais les gens connaissent pas la cuisine algérienne. Et elle est très vaste, de par la taille du pays. Et c'est vrai que je me dis, mais déjà, moi, j'ai envie de kiffer. Et j'ai trop envie de le partager aux gens. Donc, je pense que c'est un truc que je vais faire très prochainement. On garde ça en tête. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Mohamed? Bah écoute, j'ai envie de te dire la santé, la paix
et de continuer à vivre de jolies aventures comme celles qu'on a vécues ensemble aujourd'hui. Ouais, je te remercie encore une fois d'être venu. C'est à toi. Et n'hésitez pas à aller follow Mohamed sur Instagram, Mohamed Check sur TikTok aussi, parce qu'il y a des vidéos qui sont archi sympas. Encore merci Mohamed. Ça demande du temps, donc. Ouais. C'est du travail. Comme pour autour de moi, du travail. Et ce travail, on l'a bas pour vous. Encore merci d'être resté jusqu'à la fin de cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à activer la petite cloche et à nous mettre en commentaire qui vous souhaitez que l'on invite après Mohamed sur ce fauteuil. Il y a des invités qui arrivent. Franchement, j'ai envie de vous dire, mais je vais pas vous dire, ok? Parce que je suis un immense enfoiré, donc je vais pas vous dire. N'hésitez pas aussi à vous abonner au canal de diffusion sur Instagram. Je vais vous balancer quelques exclus. Je vous ai balancé un petit peu les coulisses de cet épisode-là, quand on est parti faire du shopping avec Dylan, mon incroyable styliste, pour Mohamed. Bref, je vous mets tout sur le canal de diffusion. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, et à bientôt. Ciao!